Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire, la géolocalisation à l'hôpital, un projet nécessaire. On va juste patienter quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, puisqu'il est très exactement 8h30. On va attendre 1 ou 2 minutes et puis je reprendrai la parole pour vous faire une petite intro et ensuite passer la parole à nos invités. Et je les remercie d'ores et déjà de participer à ce webinaire. On va patienter 1 ou 2 minutes. Allez, je vois que le nombre de participants s'est stabilisé. Je vous propose de débuter, si vous êtes tous, d'accord. Donc je suis ravie, comme je vous disais, de vous retrouver pour, ce webinaire qui a pour sujet, heu, essentiel la géolocalisation, un service numérique du Smart Hospital, pardon. Est-ce bien nécessaire? Une question qui préoccupe la commission Smart Hospital de la SBA. Donc, je pense que vous connaissez tous, plus ou moins la SBA, mais vous savez que c'est, une association d'acteurs professionnels qui se regroupe et se réunit autour des sujets du bâtiment intelligent. Nos préoccupations, c'est d'animer une communauté, de faire connaître les sujets du smart building et notamment le smart hospital, des enjeux absolument essentiels, non seulement de massification de solutions, mais aussi, des sujets d'intérêt général. Là, on est dans le domaine de la santé. On a une commission Smart Hospital extrêmement dynamique qui va vous être présentée ensuite. Donc, je vais laisser la parole à Géry Divry. Mais je vous invite, n'hésitez pas surtout à rejoindre cette communauté pour ceux qui n'en font déjà pas partie. Beaucoup de networking, de réflexion, une forme de do tank et en même temps de think tank. Donc voilà, cette dimension métier et aussi ouverture vers les institutions et vers le tout un chacun autour de ces réflexions de smart building. Et là, on est focus sur le smart hospital avec un sujet à enjeu, la géolocalisation. Est-ce nécessaire? Moi, j'ai mon avis, mais je vous laisse faire votre avis avec nos invités. Je parle directement la parole à Géry Divry qui va enchaîner. Merci et très bon webinaire. Alors, Muriel, juste une seconde, Géry, vous Oui, oui, m'entendez là? Christophe, prends la parole, je t'en prie. Juste, ouais, juste une seconde là sur le programme. Donc, on va avoir trois présentations qui vont succéder pendant 45-50 minutes. Donc, Géry va présenter la géolocalisation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la géolocalisation du point de vue du maître d'ouvrage? Ensuite, Adèle Réjouy nous présentera comment on conçoit un projet de géolocalisation. Et le sujet de la valeur sera abordé par Laurent Ratouy du CH William Moret à William Moret. Chalon-sur-Saône et Alexandre Naoun. Voilà. Donc, Géry, à toi. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente aussi, Géry Divry, je suis expert immobilier à l'ANAP, donc l'Agence nationale d'appui à la performance. Et nous travaillons pour améliorer et aider les établissements à anticiper les nouvelles technologies dans le bâtiment aussi, ainsi que de les accompagner sur leurs projets immobiliers toute l'année. Voilà. La géolocalisation dans l'hôpital, moi, quand on m'a posé la question, c'était il y a plus d'1 an, hein, à peu près 2 ans, avec Smart Hospital, qui est un partenaire de la NAP. On s'est posé la question ensemble de à quoi ça sert déjà et qu'est-ce que c'est? Donc, bon, la définition que vous voyez à l'écran, effectivement, c'est la possibilité de déterminer en temps réel la position d'un objet, d'une personne ou d'un appareil. Et ça existe déjà dans plein d'autres secteurs, beaucoup en logistique, par exemple, puisqu'ils ont beaucoup de choses à suivre et savoir où se trouvent les objets. Mais dans la santé, pour l'instant, c'est, on va dire, absent ou confidentiel.
Alors, on s'est posé la question, est-ce que ça apporterait quelque chose? Parce que là, je représente plutôt un peu la maîtrise d'ouvrage, enfin, l'établissement, on va dire, puisqu'on est là pour les aider. Et on se posait la question de ce que ça pouvait apporter. Alors, c'est assez complexe parce que, en premier abord, on voit tout de suite l'intérêt, on va dire, pour tracer le matériel médical roulant, parce il y a énormément de matériel dans les hôpitaux. Et dans ces hôpitaux, le matériel se déplaçant d'une pièce à l'autre, parfois passant en maintenance, voilà, il arrive au personnel de devoir le chercher, passer un peu de temps, même parfois beaucoup de temps, à retrouver le matériel dont ils ont besoin pour une intervention ou pour faire des analyses. Et donc, ça, c'est un gain qui nous paraissait assez immédiat. Alors, je vais donner l'avis du maître d'ouvrage, hein, de retour qu'on a eu d'hôpitaux en disant: «Bon, oui, c'est bien, mais enfin, on perd pas tant de matériel que ça et puis on a des méthodes pour pas qu'ils sortent du service et autres». Mais quand on discute un peu plus longtemps avec eux, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'ils passent quand même pas mal de temps à essayer de retrouver le matériel parce qu'il a été déplacé ne serait-ce que d'une pièce, voilà. Donc là, il y a un gain qui nous paraît, relativement immédiat, de se poser la question de: «Est-ce que ça vaut la peine de tracer le matériel?» Une des questions qu'on se posera et je pense que vous poserez plus tard, c'est effectivement le rapport entre le coût et le gain, qui va être aussi déterminé par, la taille du matériel qu'on tague. Parce que jusqu'où on va, le gros matériel cher, ça paraît évident. Après, jusqu'à quel niveau de matériel on descend, en fait, ça va dépendre beaucoup du coût, du tag. Donc, c'est un sujet qu'on évoquera, je pense, un peu plus loin dans nos échanges. Il y a un deuxième sujet sur lequel on a vu qu'il pouvait avoir un intérêt. Non, je pense que si tu peux oui, c'est bon, tu vas rester sur cette slide-là. C'est la première sur le court terme, s'il te plaît, si tu peux revenir en arrière. Voilà, l'intérêt immédiat. Parce qu'il y a 2 types d'intérêts. Il y a un intérêt qu'on va avoir qui sont des intérêts court terme, comme je viens de l'évoquer, qui dit: «Je mets en place et rapidement j'ai cette traçabilité». Le deuxième sujet qui peut être intéressant, c'est les flux logistiques. Parce que comme il y a on le sait, un hôpital, c'est une énorme usine de flux avec, des patients qui passent, mais surtout, du linge propre, du linge sale, des déchets, de la nourriture, des médicaments et parfois, il y a des tournées toute la journée qui sont assurées soit par la pharmacie, soit par la logistique pour desservir les services, pour, alimenter, les chambres, voilà et on a parfois du mal à savoir, où sont les distributions. Est-ce qu'elles vont arriver à temps? Est-ce qu'elles sont coincées quelque part? Donc il y a une aide sur la logistique qui est évidente. Alors c'est plus facile aujourd'hui quand on a de la logistique automatisée qui permet de savoir à peu près où sont les tortues, comme on dit, on appelle ça les tortues, mais enfin ou les AGV. Mais quand on est encore un système plus classique où on a des gens qui poussent dans les couloirs des chariots, parfois il est intéressant de savoir, où est le chariot et quand il va arriver dans le service. Donc ça, c'est aussi une traçabilité en temps réel qui peut avoir un intérêt. Le second volet immédiat, c'est la traçabilité du patient. Alors là, vraiment, il y a sans doute un gain qui est sous-estimé aujourd'hui, mais qui fait l'objet d'une forte demande de la part des soignants, mais aussi, parfois des accompagnants, de savoir où est un patient dans l'hôpital. Alors, pour ce qui est des soignants, c'est en gros essayer de pouvoir déterminer le parcours de soins au sein de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'un patient qui est en chambre, on va le descendre, peut-être en imagerie pour aller faire une radio ou un examen ou voilà, ou au bloc opératoire et le service parfois ne sait pas où est le patient. Il est parti, il reviendra bientôt, mais il est obligé de passer 3, 4 coups de fil pour savoir si le patient est encore en salle d'opération, s'il est en salle de réveil, s'il est prêt de remonter ou s'il est toujours en train d'attendre son IRM, par exemple. Et ça, c'est un peu compliqué aussi, ça c'est l'objet de beaucoup de coups de fil, entre les services pour savoir, où est un patient à un moment T. Et la traçabilité du patient, en le taguant et en le positionnant sur une carte, ça peut être vraiment un gain, de temps, de coups de fil à ne pas passer pour savoir, et pouvoir répondre parfois à la question, de l'accompagnant: «Mais où est mon mari? Est-ce qu'il est remonté du bloc?» Bien, voilà. Donc là, la réponse peut être immédiate.
Ça peut permettre aussi de s'assurer qu'un patient dans des secteurs un peu plus sensibles, qui peut être la psychiatrie ou de la gériatrie, qu'un patient, ben, ne va pas s'aventurer dans des zones protégées ou des zones qu'il ne devrait pas atteindre, et générer une alerte puisqu'on sait que le patient est sorti de sa zone. Donc, ça, c'est un gain aussi, mais plus dans des spécialités particulières. Voilà. Puis la dernière, le dernier intérêt, je dirais immédiat, qui est peut-être un peu plus complexe en termes de tag, mais bon, on verra plus tard toutes les technologies. Il y a peut-être aussi possibilité d'utiliser le téléphone de chacun comme balise. C'est aider les consultants, donc les visiteurs qui viennent pour juste une consultation, qui ne connaissent pas l'hôpital, à se repérer pour savoir depuis l'entrée comment se rendre sur le plateau de consultation ou au bureau de consultation spécifique. Mais, je cite la consultation, ça peut être aussi, se diriger vers l'imagerie, aller faire une radio ou un examen particulier en hôpital de jour. Et là, c'est pareil, les patients, on passe beaucoup de temps à les rediriger, à les orienter, parce qu'un hôpital, c'est grand et que c'est vite fait de se perdre, même avec une bonne signalétique. Donc là, on pourrait aussi utiliser la géolocalisation, pour les aider à se déplacer dans l'hôpital, mais aussi pour que l'hôpital sache et les soignants sachent, où en est le consultant. Il est intéressant pour un médecin de savoir qui fait ses consultations, de savoir que, ben, les consultations suivantes, elles sont déjà en salle d'attente, elles sont déjà arrivées et donc il n'a pas un trou dans son agenda. Il n'a pas à sortir de son bureau pour demander, monsieur ou madame Durand qui, finalement ne sont pas venus, et ils ne le savaient pas. Donc c'est important de pouvoir, enfin estimer le temps que va mettre un consultant pour aller de l'accueil jusqu'à la consultation et s'assurer qu'il y est bien. Voilà. Donc ça, c'est les premiers pour moi, les premiers gains, je dirais, immédiats d'une géolocalisation bien conçue, hein. On va voir que c'est techniquement parfois un peu complexe. Et puis il y a un deuxième volet qui est plus long terme pour l'instant, qui sont des pistes sur lesquelles on a réfléchi. Déjà, l'optimisation des infrastructures existantes ou l'aide à la conception des futures infrastructures. Parce que, en traçant tous les flux, matériels, logistiques et patients, on peut au bout de quelque temps, si on a un historique de ces passages, imaginer un logiciel de modélisation qui va vous permettre de déterminer les engorgements, heu, les ruptures de flux, les attentes excessives, voilà. Et ça permet dans un second temps de réfléchir pour optimiser les circuits. Alors il y a des sociétés qui sont déjà lancées là-dessus, mais elles n'utilisent pas la géolocalisation parce qu'elle n'est pas en place pour simuler ou avec une IA, pour essayer de trouver des flux plus courts, optimiser les surfaces d'attente, en fonction des flux qui ont été constatés. Et le positionnement du personnel, parce que si on s'aperçoit qu'à telle heure de la journée, de façon régulière, ben, il y a un endroit où il y a un afflux de patients qui attend plus longtemps qu'il ne le devrait. C'est sans doute à ce moment-là, il y a peut-être un déficit en personnel pour les accueillir ou un déficit de surface pour les recevoir. Donc ça peut être déterminé, c'est assez intéressant. En tout cas, là, c'est plus le concepteur qui parle. Je pense que ça permettrait d'optimiser les hôpitaux, de façon assez fine. Voilà. Il y a des établissements qui, j'en ai vu visiter il y a pas si longtemps, mais c'était au Québec, qui ont un tableau de bord, la direction a un tableau de bord, en temps réel de ce qui se passe dans l'hôpital, avec du rouge, du vert qui clignote si vraiment, tout va bien ou si tout va mal, service par service, sur des critères qu'ils ont prédéterminés. Aujourd'hui, ça s'appuie souvent, par un système de badge, de tag, manuel, hein. Le patient est arrivé, on tag, sur ordinateur. Le patient est parti, on tag. Le patient est en consultation, on tag. Aux urgences, entre le moment où il arrive ou le moment où il est pris en charge, chaque fois qu'il arrive, il y a un code qui est saisi et quand il passe en consultation, il est saisi aussi et ça permet de dire, bah, quel est le temps d'attente? Est-ce que mes urgences sont engorgées ce matin? Est-ce qu'il faut que j'y mette plus de monde? Voilà. Ça, c'est fait aujourd'hui encore dans certains établissements. C'est très intéressant, mais c'est manuel. Avec une géolocalisation, toute cette procédure, d'abord, ça soulagera le personnel qui n'aura pas à remplir et à taguer chacun des patients.
mais surtout, ça permettra d'avoir du temps réel pour essayer de voir comment fonctionne l'hôpital. Est-ce qu'il y a des engorgements? Est-ce qu'il y a des problèmes à un service? Et bon, ça paraît un peu anecdotique parce qu'en France, on n'en voit pas beaucoup de ces tableaux de bord. Mais j'ai été surpris de voir, par exemple, qu'au Québec, les CHU, ils ont pratiquement tous une salle de contrôle, on dirait une salle de contrôle de pilotage d'un aéroport ou d'une centrale nucléaire, mais ils ont à peu près tous les paramètres de l'hôpital devant eux en permanence. Donc ça, c'est un gain, je dirais, peut-être plus hypothétique pour l'instant, parce que c'est pas un besoin quotidien, ça n'existe pas encore vraiment, mais en tout cas, c'est un potentiel. Puis il y a un dernier point qui est intéressant aussi, alors qui n'est pas évidemment de taguer le personnel pour le suivre partout dans les chambres ou pour savoir où il est, mais permettre à des personnels qui sont dans des zones sensibles ou des zones un peu à risque, d'avoir une sorte de balise avec un bouton qui les géolocalise s'ils appuient sur le bouton pour faire un appel à l'aide. Alors ça existe déjà en psychiatrie souvent, ça pourrait exister dans d'autres services comme les urgences et ça permettrait de prévenir la sécurité de l'hôpital qu'on a un problème à tel endroit. Ça leur permet de se rendre aussi rapidement sur les lieux. Donc ça aussi, c'est une application potentielle qu'on a évoquée, et qui, à mon avis, présente un intérêt sur le long terme. Voilà, donc là, je vous ai balayé rapidement ce qui nous paraît, nous, les gains possibles d'un système de géolocalisation au sein de l'hôpital. Ce qu'on va voir maintenant, si la slide suivante, s'il te plaît, voilà. C'est le gain, parce qu'évidemment, tout maître d'ouvrage que nous représentons plus ou moins ici, va se poser la question, c'est bien, mais est-ce que j'ai finalement un gain effectif? Est-ce que c'est pas encore une charge de plus? Comme vous le savez, l'hôpital aujourd'hui ne dispose pas beaucoup de moyens et rajouter une charge de plus sur ses épaules, c'est pas forcément très bien perçu par les établissements. Donc là, il y a un travail à faire, qu'évidemment, c'est une balle que je vais relancer aux industriels qui sont autour de la table et qui nous écoutent. Il y a une balle à prendre pour essayer de bien déterminer quels sont les gains et surtout, si cette mise en place peut pas faire gagner des gains sur d'autres systèmes actuellement déjà présents à l'hôpital. Donc là, il y a un travail à faire. Depuis qu'on travaille avec SBA, j'entends toujours, oui, il y a une optimisation à numériser l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on va mutualiser les choses, on va mutualiser les capteurs, on va mutualiser les informations entre tous les systèmes. De ce fait, on n'aura pas 10 capteurs pour dire la même chose. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est ils sont où ces capteurs mutualisés? Qui les propose et comment ils fonctionnent? Et j'ai l'impression que là, on est encore un petit peu dans des terrains de chasse gardée. On va faire un système de géolocalisation. OK, ça fait une balise de plus à mettre à droite ou à gauche. C'est des capteurs à mettre dans les éclairages ou autres. Et puis, on dit en même temps, bah, il serait bien d'avoir un capteur de température. Et puis. Donc, c'est une suggestion. Je dirais aujourd'hui, il faudrait avancer. Pour avancer, il faudrait vraiment proposer quelque chose d'intégré et évidemment déterminer quel est le gain qu'on peut avoir sur les autres installations. Alors, on peut imaginer un capteur qui fasse tout, hein, un capteur multifonction qui serait mis dans chacune des pièces de l'hôpital et qui permettrait, bien sûr, la géolocalisation. Alors là, j'ai mis une balise BLE, mais il y a plein d'autres technologies, hein, on vous les présentera tout à l'heure, je pense. Bon, la BLE est une des plus simples à mettre en place, je pense, qui pourrait faire la mesure de température de la pièce, qui permettrait de faire les régulations et le contrôle de confort, la mesure de luminosité pour savoir s'il faut gérer les stores ou pas gérer les stores, enfin, des capteurs multifonctions et pendant qu'on y est, un capteur de présence qui permet de savoir si quelqu'un est dans la pièce ou pas. Ça, je pense que ça serait un ajout complémentaire à un système de géolocalisation. Euh, pour l'instant, je n'en ai pas vu des capteurs comme ça. Je pense que ça devrait pouvoir se sortir.
C'est vraiment important parce qu'on va se poser la question, est-ce qu'on va faire des économies? Donc, est-ce que, par exemple, cette balise reliée par exemple, à un tag spécial, ça pourrait aussi servir d'appel malade? Est-ce que ça pourrait servir aussi d'alarme de sécurité, pour les locaux la nuit, plutôt que de remettre des capteurs par ailleurs avec, des détecteurs infrarouges ou autres? Toutes ces questions qu'il faut se poser, c'est que me fait gagner, la géolocalisation si je la mets en place et sur quoi je gagne ailleurs? De façon à que ce soit pas un coût complémentaire, comme toujours, empilé avec d'autres technologies et d'autres systèmes. Voilà, donc là, j'ai posé pour moi le débat, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et quel est le coût? Voilà. Je ne sais pas Merci. si voilà. Ouais, ben merci, merci Géry. Donc, enfin, moi, pour compléter ce qu'avait dit Muriel en entrée, la commission Smart Hospital, on développe un cadre de référence qui s'appelle le R2S for Care, et où on met l'accent sur le fait qu'il y a un effort de conception à faire et la géolocalisation rentre bien dedans. Maintenant, je vous propose, c'est que Adèle nous présente, c'est finalement un projet de géolocalisation, c'est quoi et comment est-ce qu'on s'y prend? À toi, Adèle, 10 minutes. Merci Christophe, merci Géry. Bonjour à toutes et à tous. Adèle Réjouy, Product Owner de la solution Werit, développée et commercialisée par DSI Group. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de commencer par une image. Donc, imaginez un hôpital comme une petite ville. Donc, il y a des centaines de pièces, des kilomètres de couloirs, des dizaines de services qui travaillent tous en parallèle, des milliers d'allers-retours chaque jour entre les urgences, l'imagerie, les blocs hospitaliers et l'hospitalisation. Donc, dans cette ville, chaque minute, elle compte. Mais paradoxalement, donc, beaucoup de temps est perdu à chercher. Chercher un brancard disponible, chercher un pousse-seringue, un patient qui doit passer un scanner. Ce temps perdu, c'est du stress pour les soignants, donc une perte de chance pour le patient et un coût pour l'hôpital. Donc, c'est là qu'intervient la géolocalisation. Mon objectif aujourd'hui, donc, ce ne sera pas de vous faire un cours technique, mais de vous montrer comment fonctionne le système, ce qui change dans la vie quotidienne des équipes et pourquoi ça devient un outil incontournable. Donc, le principe de fonctionnement, il est simple. Donc, la géolocalisation repose sur une idée très simple. Donc, donner de la visibilité en temps réel sur ce qui se passe réellement dans l'hôpital. Comment chaque équipement, chaque élément qu'on souhaite donc suivre, sera tagué, donc avec un petit tag, soit un badge, soit une étiquette RFID ou une balise Bluetooth ou une autre technologie. Ces tags envoient leur position en temps réel vers un logiciel tierce. Donc, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va consolider toutes ces données et restituer aux équipes, donc, soit la position sur une carte interactive ou une liste ou un dashboard. Slide suivant, s'il te plaît. Les étapes clés d'un projet de localisation, on peut avoir donc 4 sous-catégories. Donc, il y a le cadrage initial, donc analyse des contraintes, les technologies et le déploiement, et par la suite, donc l'intégration et la supervision. Donc, pour le cadrage, donc, il faut se mettre d'accord sur quel équipement on souhaite appliquer la géolocalisation, voire donc sur des personnes. La zone qu'on souhaite couvrir, est-ce que c'est au niveau d'un service, un étage ou un bâtiment complet, et aussi le niveau de précision. Selon le niveau de précision souhaité, donc la technologie qui sera déployée, elle sera différente. Par la suite, donc, il y a les analyses et les contraintes. Donc, il y a une visite qui est faite sur site, la cartographie donc, du site, voir les contraintes d'installation, des zones sensibles. Là, on souhaite absolument donc, appliquer la géolocalisation. Analyse budgétaire et des risques. Donc, est-ce qu'on a des contraintes budgétaires? Est-ce qu'il y a des compatibilités ou non avec des dispositifs médicaux en particulier? Les technologies, donc, il y a une panoplie de technologies qui seront déployées, donc soit du Wi-Fi, soit du BLE. Le BLE, c'est le Bluetooth Low Energy. Soit c'est la 5G. Depuis quelques mois, on entend de plus en plus parler donc, de la 5G pour la géolocalisation. Est-ce que c'est un réseau privé, du RFID, de l'ultra-wideband? Il y a des tests qui sont réalisés, donc vérifier la couverture, est-ce que tout va bien, et ajuster le niveau de précision. Par la suite, donc la solution, elle serait donc
intégrable, donc soit avec des maquettes numériques ou des jumeaux numériques en BIM. Il y a une supervision technique, c'est un monitoring donc en temps réel de tout ce qui se passe dans l'établissement et une intégration soit sur le système hospitalier ou une GMAO ou un autre système existant dans l'hôpital. Slide suivant. Merci. Donc, concrètement, cela signifie pour les équipements, donc un équipement, donc que ce soit un lit ou un tensiomètre, on sait exactement, immédiatement où il est. Donc, finir le temps perdu à tourner dans les couloirs, à chercher les équipements. Pour un patient, donc, grâce à un bracelet connecté, on peut suivre le patient dans l'établissement. Donc, on sait s'il est en salle d'attente, s'il est déjà en bloc ou en imagerie. Et pour les équipes, donc, on peut retrouver, par exemple, un brancardier tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on peut solliciter un brancardier plus vite et mieux répartir donc, les demandes. Donc, en résumé, donc, tout ce qui était invisible devient visible et ce qui était incertain devient certain. Slide suivant. Merci. Parmi les fonctionnalités principales de la géolocalisation, donc, bien entendu, donc, on a la localisation en temps réel, c'est la fonction de base. Donc, à tout moment, on sait exactement où se trouvent les ressources critiques. Donc, au lieu d'appeler les autres services pour savoir s'ils ont donc un pouce-seringue de disponible ou d'envoyer donc un soignant à chercher un équipement, là, donc, on saura exactement sur une carte la position de tous les équipements. Le système ne se contente pas de dire juste où est un équipement, mais il permet aussi de savoir dans quel état il est. Est-ce que il est disponible, est-ce qu'il est en utilisation, en maintenance ou en dehors du bâtiment. Ça permet d'éviter des achats inutiles, parce que les études montrent qu'en moyenne, donc, on achète 10% de notre parc matériel chaque année, faute de savoir où se trouvent les équipements ou aussi leur état d'utilisation. Et aussi, donc, ça permet aussi donc, d'optimiser les flux de patients. Donc, on peut suivre le parcours d'un patient dans l'établissement et de connaître exactement là où il y a un problème. Est-ce qu'il y a trop d'attentes dans un service en particulier, des retards donc, en bloc, ou c'est du temps perdu à se déplacer entre les services. Donc, en rendant ces flux visibles, donc, on fluidifie tout le parcours et donc, on améliore directement l'expérience patient. Parmi les fonctionnalités, je dirais, secondaires supplémentaires de la solution, donc, c'est les alertes qui sont remontées. Donc, imaginez donc, un patient vulnérable ou désorienté qui sort d'un service ou d'une zone sécurisée. Là, tout de suite, une alarme prévient immédiatement donc, qu'il a franchi donc, une zone sécurisée et aussi de savoir s'il est sa position pour permettre donc, de le retrouver assez rapidement. Pareil pour les équipements critiques. Donc, si l'équipement il sort du site, c'est un équipement et se trouve donc dans une zone, dans un placard, oublié dans un placard qu'on n'a pas utilisé depuis quelques jours ou quelques semaines. Donc, on envoie une alerte. Donc, les alertes permettent donc de savoir toutes ces données. Donc, on n'est plus seulement donc, dans le confort organisationnel, mais aussi dans la sécurité des biens et des personnes. Des dashboards permettent et de reporting, donc toutes ces données sont consolidées et transformées en indicateurs. Donc, sur le taux moyen d'utilisation des équipements, le taux moyen d'attente entre les différents services. Et ce qu'on dit, donc, on peut améliorer que ce qu'on mesure. Slide suivant, s'il te plaît. Les bénéfices concrets, donc les études ont démontré qu'en moyenne, on gagne 120 heures par soignant par an. C'est le temps qui était consacré donc, à la recherche de matériel. Et donc, en moyenne, un hôpital de taille moyenne, on gagne 80 000 euros d'économies qui sont réalisées grâce, donc, en évitant donc, des achats inutiles. Donc, concrètement, donc, c'est du temps gagné pour les soignants. C'est des minutes précieuses que le soignant peut passer avec le patient. Des économies, il y aura moins d'achats inutiles et une meilleure rotation du parc matériel. Et une fluidité dans les services. Donc, un patient, il va passer moins de temps
à attendre. Ça permet donc d'accélérer la prise en charge et d'améliorer donc le confort. Une sécurité, ouais, la sécurité donc dans l'établissement, donc il y aura moins de pertes, des alertes remontent donc quand un équipement il sort du site, donc on va éviter les vols et moins de risques d'erreur et des données les données seront plus fiables. Donc là, les décisions ne seront plus prises sur des impressions, mais plutôt sur des faits mesurés. Donc, en conclusion, donc, la géoloc n'est pas une lubie technologique, donc c'est un outil au service du soin et de l'organisation. Euh, Elle libère donc du temps médical, améliorer donc la fluidité des parcours, sécuriser aussi les patients et les équipements, et elle prépare aussi l'hôpital de demain, donc un hôpital qui sera piloté par la donnée, capable donc d'anticiper plutôt que de subir, ce que Alexandre va vous présenter par la suite. Eh Merci. ben, merci Adèle. Pour les questions, on va se garder un petit temps à la fin des présentations. Laurent et Alexandre, à vous pour la démonstration de valeur de la géolocalisation. Oui, bonjour à tous. Donc, on va peut-être se présenter en Bonjour. 2 secondes. Moi, Laurent, tu es avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Ouais, super. Eh ben, écoutez, moi, je suis Laurent Ratouis, je suis responsable du service biomédical de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Et on a déployé un système de géolocalisation depuis 2023 et je pourrais vous en discuter après, mais Alexandre, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Alexandre Naoun, cofondateur de Superwise et directeur technique. Et moi, je suis un ancien ingénieur méthode, notamment chez Renault Automobile. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment nativement. On va passer à la slide tout de suite d'après. Merci beaucoup. Donc, d'abord, on parle de. Alors, nous, on va élargir un petit peu à la gestion des flux. Je pense que c'est important. Moi, j'entends beaucoup parler à l'hôpital de gestion des flux, mais j'ai jamais entendu quelqu'un m'expliquer ce que c'était qu'un flux. Alors, c'est pas très rigoureux ce que je vais vous expliquer, mais ça donne une bonne idée, j'espère. Donc, un flux physique, on parle de flux physique quand on fait de la géolocalisation. Donc, on mesure des objets, la position d'objets, de gens. On va mesurer les quantités, on va mesurer les vitesses de déplacement, les positions, mais également quelque chose de très important, c'est l'état, en fait, l'état d'un appareil, par exemple. Quand on travaille avec des fabricants d'appareils médicaux, nous, on est notamment très en lien avec la société Dräger. Et la société Dräger, très prochainement, dans notre logiciel de VMAO, va nous fournir des états de ces appareils. Alors, nous ne sommes pas un dispositif médical, mais ça nous donne des états importants, puisque savoir, pour ce qui est des équipements, s'ils sont à tel endroit ou tel endroit, s'ils se sont déplacés, c'est déjà une bonne chose. Effectivement, Adèle, juste avant, l'a dit. C'est forcément utile, on en a tous conscience, mais maintenant l'état, est-ce qu'on utilise cet appareil, à quoi il a servi, est-ce qu'il est rentable, ça c'est autre chose. Donc pour ça, il nous faut un état. Voilà. Voilà. Ensuite, la valeur. La valeur, donc nous, le thème de cette mini-conférence, c'est d'expliquer la valeur que peuvent amener ces systèmes de suivi de flux. Je dis volontairement suivi de flux. La définition de la valeur, c'est un service rendu divisé par un coût total net. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un service rendu? C'est quelque chose qui a à la fois une composante subjective, qui peut être par exemple la qualité de vie au travail, et objective. Donc, on a parlé tout à l'heure, justement, juste avant a été mentionné la valeur objective sur les équipements qui est la plus connue, c'est être capable d'optimiser le stock de matériel par rapport aux besoins. Mais il y a évidemment un énorme enjeu de valeur subjective avec une difficulté de le valoriser, on en parlera après. Divisé par le coût total net, ça c'est très très important. C'est-à-dire que quand on parle tout à l'heure, mon collègue, notre confrère Géry a parlé de rentabilité, de coût, etc. Et c'est très très important. Il faut savoir que quand on va travailler, par exemple, sur une optimisation de blocs, des études, il y a multiples sources et c'est sujet à caution, mais il y a un consensus autour du fait que ça peut apporter, on va dire, dans un hôpital moyen, un bon millier d'euros de gains supplémentaires quand on veut optimiser son bloc opératoire. Donc en fait, les gains peuvent être potentiellement énormes. Par ailleurs, dans le service biomédical qui gère le matériel, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de temps perdu, des MUDA, comme on dit chez Toyota. Dans l'automobile, dans une usine, on chasse depuis, chez Toyota, ça fait plus de 50 ans qu'on chasse les temps perdus. Et tout est optimisé, tous les gestes sont optimisés.
À l'hôpital, on fait ce qu'on peut. C'est un système beaucoup plus compliqué qu'une usine automobile, j'en ai tout à fait conscience. Mais pour autant, il y a beaucoup de gestes perdus. Et en fait, quand on met en place un système de suivi de flux, il ne faut pas oublier qu'on peut gagner en gestes énormément. Et comme on ne l'a jamais vécu, on ne se rend pas compte à quel point on est très très loin d'un optimum en fait, de productivité. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais il s'agit de ça. Il s'agit d'employer ces ressources au mieux de ce qu'on dispose. Voilà. Ah, je vais compléter ton discours, Alexandre, juste pour Oui, je t'en prie, Laurent. sur la partie d'hospitalier. Donc effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, hein. On a à l'hôpital différents flux, des flux matériels, des flux logistiques, des flux de patients. Et effectivement, il faut qu'on puisse gérer tous ces flux, il faut qu'on puisse les connaître, il faut qu'on puisse les modéliser. Vous avez parlé de modélisation à un moment donné. Effectivement, c'est c'est des informations qu'on cherche à avoir, puisque nous, notre grosse problématique, c'est effectivement, alors la rentabilité, le fait d'optimiser nos process, et c'est aussi de gagner du temps soignant. Vous savez que les soignants, on n'en a pas beaucoup, et on en a de moins en moins. On a des problématiques de médecins, donc on n'a pas assez de médecins, et bientôt on aura des problématiques d'infirmiers. On n'aura pas assez d'infirmiers aussi, puisqu'on n'en a pas assez formés. Et donc, il faut qu'on libère du temps de médecins et du temps de soignants pour pouvoir justement faire leur métier premier, qui est de soigner les patients et qui ne soit pas effectivement aller chercher des équipements. Ça, c'est un des éléments qui nous incombe beaucoup dans les années futures. Voilà, c'était juste un complément. Je te laisse la main. Je t'en prie. On peut passer à la slide suivante. N'hésite pas à me couper, Laurent, à n'importe quel moment. Comment est-ce qu'on fait pour localiser? Je pense que souvent les gens se posent la question. Je vais vous l'expliquer vraiment en quelques mots et je ne vais pas parler là de technologie parce que les technologies sont des réponses qui exploitent ces principes que je vais vous expliquer, mais très rapidement comment ça fonctionne. Imaginez que vous mettez un capteur ou que votre appareil lui-même est connecté, par exemple en Wi-Fi ou en Bluetooth, peu importe, il va émettre un signal et donc on va utiliser un signal qui est électromagnétique. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce signal, imaginez que l'appareil, c'est une petite bouche, et puis de l'autre côté, on a une oreille. Le signal électromagnétique, c'est une onde, et cette onde, on va la moduler, en fait, et on code en modulation de fréquence, en FM. On fait varier la fréquence, et ça va permettre, selon chaque protocole, de coder une information, de la coder simplement, de manière universelle, ou de la crypter. Donc, c'est tous les systèmes pratiquement dont on parle, enfin tous les systèmes qui a été mentionné précédemment par Adèle notamment, sont tous basés sur de l'électromagnétisme. Sachez pour votre information qu'il existe aussi des systèmes ultrasonores par exemple. Il y a une petite entreprise américaine qui fait ça pour situer les gens dans des salles de réveil. Mais ce sont des choses assez rares parce qu'elles ont beaucoup de contraintes. Mais donc voilà, donc, je ne connais pas grand monde qui le fait. Donc on va rester sur l'électromagnétisme. Et comment, avec un petit émetteur, une petite bouche qui envoie des ondes modulées et une oreille, comment est-ce qu'on fait pour arriver à localiser? Donc imaginez, il y a trois grandes méthodes en fait, hein. La première, c'est la méthode par la puissance. C'est exactement celle que vous utilisez avec vos oreilles pour trouver un petit enfant qui serait enfermé dans un placard et qui crierait et que vous voudriez libérer. Eh bien, vous allez utiliser vos oreilles et vous allez analyser la puissance reçue pour savoir si vous êtes près ou loin, modulo les cloisons évidemment. Et donc, si vous avez plusieurs oreilles, les oreilles dans les systèmes dont on parle sont fixes, elles ne bougent pas, elles vont écouter et en fait, en fonction de ce qu'elles vont entendre, elles vont essayer de comprendre autour d'elles à quelle distance c'est. Alors, dans le petit dessin numéro 1, vous n'avez pas des cercles parfaits parce que l'influence des murs va en fait avoir il y a une influence des murs et donc c'est pas tout à fait des cercles parfaits, mais ça se modélise. Il y a deux variantes dans cette méthode numéro 1. Soit vous faites du tout ou rien, en gros, vous regardez l'oreille qui capte le plus et vous dites l'objet il est là. Ça implique, c'est en général ce qu'utilisent les systèmes Bluetooth. Donc les systèmes Bluetooth sont à courte portée et ils vont plutôt exploiter un signal qui est capté très près en fait du capteur. Sous-entendu qu'on va aller mettre des oreilles très nombreuses. Et il y a d'autres variantes. Nous, on utilise une autre variante qui va être plutôt à plus longue portée, on va dire 20-30 mètres. Et donc, on va faire des analyses un petit peu plus compliquées, mais avoir
une densification de réseau plus faible. Ensuite, la deuxième méthode, qui est beaucoup plus élégante, soit dit entre nous, qui est la méthode ISO temps de vol. Le temps de vol, c'est la méthode utilisée grosso modo par le système GPS, par tous les systèmes de localisation extérieure. Là, on parle d'intérieur. Et c'est-à-dire, c'est extrêmement simple. En fait, on va mesurer des différences de temps. Et comme vous savez que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. La vitesse, on la connaît. C'est la vitesse de la lumière, en fait, c'est assez simple. Et il ne reste plus que le temps de vol à mesurer. Donc, il faut mesurer le temps. Le capteur va envoyer l'heure à laquelle le message est parti. L'oreille va récupérer le message et va lui l'horodater, donner une heure. On fait la différence des deux temps et ça nous donne le temps de vol. Et de là, on va pouvoir estimer, en fait, la distance de l'objet. Gros avantage de cette méthode, ce n'est pas influencé par les murs, puisque la vitesse, elle est un peu influencée, mais très peu. Et par contre, techniquement parlant, les technologies, on pourra en parler à une autre occasion si pour ceux qui le désirent, sont beaucoup plus capricieuses, on va dire, à utiliser. Et selon moi, la plus belle des méthodes, c'est la méthode directionnelle. Alors là, je ne vais pas vous l'expliquer complètement, mais grosso modo, vous avez un front d'onde. Imaginez que vous êtes à la plage en short et que vous avez des vagues qui viennent vous lécher les pieds. Vous regardez l'horizon et vous voyez les vagues arriver. La direction des vagues est toujours perpendiculaire à celle de l'horizon lointain. Et l'idée, c'est d'avoir des oreilles qui vont flasher en fait qui vont flasher plusieurs vagues en fait en simultané du signal électromagnétique, et de là déduire la direction de ces vagues. Ensuite, on prend la perpendiculaire et on sait que comme pour la vague, si elle est perpendiculaire à la plage, alors la vague vient de l'horizon, elle vient du lointain. Et donc c'est très élégant. Et là encore, technologiquement, nous on a testé beaucoup de ces outils. Ils sont assez capricieux à utiliser. Et au niveau réseau, il nécessite notamment de mettre des antennes absolument obligatoirement au plafond, des grosses antennes qui coûtent assez cher. Il faut en mettre pas mal. Par contre, le résultat est diabolique. Donc, on va trouver, en fait, ce genre de méthodes vont être utilisées quand on cherche de la précision centimétrique, on va dire. Ce qui n'a aucun intérêt à l'hôpital. Voilà, on peut passer. Excusez-moi, j'étais un peu plus long. La chaîne de valeur de l'IoT, c'est important là, donc de parler des enjeux technologiques. Il y a plusieurs briques, le capteur, le réseau local, des serveurs, des endroits qui vont traiter la donnée, et puis ensuite des applicatifs qui vont vous permettre de bénéficier de cette donnée-là, soit en temps réel, soit en temps différé par des analyses statistiques, peu importe. L'idée, c'est que ça soit performant, simple, évolutif, stable et fiable. C'est grosso modo, pour moi, les paramètres essentiels. La simplicité, pratiquement, est celle qui a le plus gros coefficient. Alors, on va avancer. Voilà, donc je vous fais un résumé, ce n'est pas un cahier des charges. Nous, quand on a démarré, on a construit un cahier des charges fonctionnel complet avec une 60aine de fonctions. Mais je vous fais un résumé, on ne va pas le commenter complètement, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un certain nombre de choses qui sont comment dire, essentielles à voir, et que ce n'est pas certainement pas que la précision, on va le voir après, de la localisation qui est de seule chose importante. Je vois que Géry réagit là-dessus. Tout à fait, c'est pas du tout en fait le point numéro un. Parce que derrière, il y a un projet. Et donc, comme ça a été dit par Adèle, il y a tout un projet. Et donc, il y a des contraintes dans le projet. Et il faut éviter de prendre une technologie qui nous fait tous rêver, mais qui pose des contraintes en amont dans le projet et qui pose des contraintes d'exploitation énormes. Par exemple, changer des piles, et c'est un véritable cauchemar sur certains systèmes. Il faut savoir que les piles ne s'usent pas à la même vitesse, donc vous avez en fait un écart type d'usure de batterie. Et grosso modo, si vous avez 3000 capteurs Bluetooth, vous allez changer des piles assez rapidement. Au bout d'1 an, vous allez commencer à changer des premières piles. Et après, vous allez devoir changer des piles tout le temps, en fait. C'est très compliqué. Voilà, donc je vais pas commenter. Vous l'aurez de toute manière, cette présentation, on avance. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ça a été dit, ça, patient, soignant, hôpital. Je vais rajouter encore quelques usages que mes collègues ont mentionnés. Nous, on travaille sur des services d'urgence. Dans les services d'urgence, pour revenir sur la valeur service divisé par coût, il y a un service. C'est terrible à l'hôpital, mais bon, dans un service d'urgence, localiser un patient, in fine, c'est peut-être lui sauver la vie. Donc, il y a des décès aux urgences faute de localisation patient. Je voulais juste dire aussi, pour faire un clin d'œil à Géry qui a lancé le débat, qu'aux États-Unis, localiser un patient dans la plupart des hôpitaux est une obligation légale. Et donc j'ai par exemple, je connais un fournisseur chinois, il vend jusqu'à entre 20 et 30 millions d'euros de capteurs de localisation patient à des hôpitaux américains. C'est juste pour vous dire qu'on a un tout petit peu de retard en France. C'est un euphémisme, évidemment. Donc, il y a les soignants, l'hôpital en général. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va avancer. Voilà, les différentes choses, nous, qu'on aime bien parmi toutes les technos, et ça a été dit par Adèle, il y a du choix.
Quand on prend toutes nos contraintes, nous, on va utiliser un système de long range, je l'ai appelé LR, donc à plutôt longue portée, actif, qui va avoir un gros bénéfice de taille et de robustesse et de non-entretien, non-maintenance. Le Bluetooth, qui est célébrissime, c'est celui probablement le plus déployé, que nous, on va utiliser beaucoup pour les patients. Aussi, on peut utiliser de la RFID pour les patients. Attention aux usages. Et la RFID, c'est ce qui paraît le plus séduisant parce que le tag, et Géry a dit qu'un des paramètres importants de l'économie du projet, c'était le tag. Alors là, pour le coup, en RFID, c'est ce qu'il y a de moins cher. Alors, je crois savoir qu'il y a des acteurs qui sont relativement, qui proposent en santé des choses qui me paraissent un petit peu chères. Sachez que Decathlon, qui a créé en fait l'usage massif du tag RFID dans le monde du grand public, les achète moins de 5 centimes le tag. Hein. Je vous donne juste des indications. Et par contre, les antennes, il y a des antennes statiques, comme on en voit en bas à droite, et puis des antennes mobiles. Les antennes statiques sont relativement chères. Celles que vous voyez d'un grand fabricant, Zebra, qui est un de nos partenaires, ça vaut à peu près, on va dire, un bon petit 2000 euros. En RFID, les distances, ça m'est demandé, c'est très court. Ça, c'est le problème. Et c'est très court et un petit peu capricieux. La RFID, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Sachez, si vous allez chez Decathlon, si vous ne voulez pas payer, c'est pas bien de vous dire ça, mais vous collez deux tags entre eux, vous les rapprochez énormément, vous les mettez parallèles à moins de 2 cm. Et normalement, ils vont faire du couplage et donc ils ne vont pas être vus par le lecteur. Donc ça, c'est un défaut connu. Il y a aussi des masquages. Et puis, sur les patients, la présence de la radio ne déteste l'eau. Hein. Sachez qu'un sous-marin ne communique jamais et ne communiquera jamais avec une radio, mais toujours avec un sonar pour des raisons et de l'acoustique, parce que les ondes électromagnétiques ne passent pas dans l'eau, elles sont absorbées immédiatement. Donc, en radio, quand vous êtes près du corps humain, ça fait ce qu'on appelle du désaccordage d'antenne. Et ce désaccordage d'antenne va entraîner un rendement très mauvais. En gros, c'est comme si vous vouliez faire du violon et que vous remplaciez la caisse du violon par une caisse de contrebasse. Et ben, malheureusement, votre violon, vous n'allez quasiment pas l'entendre parce que vous n'allez pas amplifier les bonnes fréquences. Et ben, c'est ce qui se passe et donc ça se traduit par des portées qui vont descendre à 50 cm, par exemple, 20 cm, ça peut arriver, mais en théorie, le fabricant vous dit que c'est 10, 11 mètres, 12 mètres, ça dépend de la sensibilité. Voilà. Et sauf les très longues. Alors là, je parle du HF Géry, c'est 868 MHz. Vous trouverez, il existe du kilohertz donc des fréquences plus basses, donc des contrebasses, en fait, on va dire, qui sont utilisées notamment pour les antivols de supermarché. C'est pour ça d'ailleurs que les antennes sont très grandes. Sachez une chose, c'est qu'en radio, plus la fréquence est basse, plus les antennes sont grandes. Et donc, au bout d'un moment, ça pose énormément de problèmes. Déjà, les tags que vous voyez, qui peuvent faire jusqu'à 10 cm, sont difficilement mettables sur tous les équipements. Donc, ça nécessite de faire des choix quand on fait du suivi d'équipement avec des tags comme ça. Voilà, on va avancer après. Je vous ai fait un petit diagramme, je ne vais pas le commenter parce qu'on arrive au bout. Je n'en suis pas encore là. Une fois que vous avez récupéré les données dans vos oreilles, il faut les transmettre quelque part. Excusez-moi, Alexandre, Ouais, juste si je ouais, peux me permettre de faire une petite intervention pour bien plus de sûr. simplicité. Ouais. On regardera les questions et les réponses en fin Ouais, c'est d'intervention. bon. On va dérouler et Ok, comme ok. ça, ensuite, n'hésitez pas à partager effectivement vos questions ou autres, mais on y Ouais, répondra à la fin bien sûr, avec plaisir. du déroulé. J'accélère. Voilà. Ensuite, il y a différents moyens d'extraire le signal, plus ou moins loin. On peut l'extraire dans le web, hein, carrément, sur le réseau terrestre. Et puis, on peut le garder localement. Tout est possible. Les différentes technos, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On entend beaucoup parler de LoRa. Je voulais juste dire une petite chose. On m'explique souvent qu'il faut faire attention aux technologies propriétaires. C'est un vaste débat. Je vous appelle en utilisant mon Apple, qui est le paroxysme du système propriétaire. Et pourtant, j'en ai plein. LoRa, sachez que c'est un système propriétaire parce qu'il y a les Américains sont assez malins. LoRa est une technologie française de Cycléo issue d'un laboratoire d'Orange de Grenoble qui a été racheté il y a maintenant 15 ans à peu près par le fabricant de composants américain Semtech et qui, en utilisant la marque LoRa et la communauté LoRa, vous donne l'impression que vous êtes devant un système normatif, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une marque. Elle appartient à Semtech et Semtech possède l'intégralité des systèmes de fabrication de tous les chips Semtech, de tous les chips LoRa. Et donc, si Semtech arrête le LoRa à terme, il n'y a pas de risque maintenant, et ça s'arrête. Voilà. On peut avancer. Voilà, donc je voudrais faire il y a un petit diagramme, je ne vais pas avoir le temps de le commenter, mais voilà, qui reprend mes différents items et qui vous explique un petit peu comment on fait des choix. Donc nous, les choix qu'on fait, c'est en fonction de ces diagrammes-là. La localisation, juste pour parler de ça, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Adèle a mentionné l'UWB, Ultra Wideband, c'est une technologie tout à fait passionnante qui peut faire de la localisation au millimètre. Oui, mais il faut recharger les piles tout le temps. Voilà, donc j'ai déjà vu une offre
en industrie qui a été faite avec une demande de recharger les capteurs tous les soirs dans une armoire spécialisée. Certaines applications peuvent le faire en industrie. Dans l'hôpital, je n'ai pas encore trouvé où ça pouvait être utilisé. Voilà, on va avancer. Voilà, je laisse la place à Laurent. Ouais. Merci. Écoutez, moi, je vais vous faire juste un petit commentaire sur nous, notre expérience. Alors, nous, pour vous dire, on a déployé, enfin, on a commencé à travailler sur une solution de géolocalisation en 2023. Alors, je ne vous ferai pas tout l'historique avant, on a quand même travaillé un peu avant, réfléchi là-dessus. Historiquement, ça vient du Covid. Ça vient du Covid. Pendant la période Covid, on a passé notre temps à chercher des pousseurs. On a eu ce qu'on appelle un effet écureuil, des services, et on avait les soignants qui avaient peur de manquer et qui gardaient pour eux, et qui gardaient pour eux, et ainsi de suite. Et pendant toute cette période, on a passé notre temps à passer dans les services, à leur expliquer que non, il fallait récupérer ces poussins parce qu'il fallait les mettre là où on en avait vraiment besoin à l'instant T. Et donc, c'est parti de là, et de là est partie la réflexion de il nous faut un système de géolocalisation pour nos dispositifs médicaux, et notamment ceux qui sont mobiles. Euh, et ensuite, on a élargi cette réflexion en se disant, bon, il nous faut effectivement un système de géolocalisation. Quel type il nous faut? Je reviens sur ce que tu disais, Alexandre. Effectivement, on ne voulait absolument pas qu'il y ait de piles, puisqu'on aurait passé notre temps à changer les piles sur ces tags. On voulait un système qui nous permette de géolocaliser ces équipements. Alors, en termes effectivement de sensibilité, on était sur du 3-5 mètres. Alors, 3-5 mètres, quand on est biomédical et qu'on cherche un dispositif, ça marche plutôt bien. Quand on est un soignant, 3-5 mètres, c'est vraiment la limite, hein. Il faudrait que ce soit plutôt 2 mètres. Mais on est autour de 5 mètres. Et puis, on voulait aussi un système qui soit utilisé pour le matériel, mais on a réfléchi aussi à ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que on peut l'utiliser pour le matériel, on peut l'utiliser pour les flux logistiques, on peut l'utiliser pour le patient. On a des flux de patients. Effectivement, c'est intéressant de savoir où se trouve le patient dans un parcours, de voir les positions dures. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur ce cahier des charges, quand on a commencé à réfléchir à ça, on voulait aussi un système, puisqu'en nous, l'hôpital, il existait. Donc, il y avait déjà les murs, il y avait déjà tout. Donc, on n'était pas en conception. Donc, il fallait que ce soit quelque chose qui s'intègre dans le bâtiment. Alors, Chalon, c'est un hôpital qui est une grosse boîte de chaussures, qui fait 100 mètres par 200 mètres et avec 5 étages. Alors, c'est des structures poteau-poutre. Et on ne voulait pas mettre des capteurs partout, parce qu'il y a 70 000 mètres carrés, hein, et on voulait quelque chose où il y ait effectivement des systèmes de tags qui soient pas trop gros et qui résistent à un certain nombre de critères, dont l'eau et les produits détergents. Et on voulait des passerelles qui ne soient pas partout. Là, par exemple, sur notre solution avec Superways, on est sur 70 000 mètres carrés avec 450 passerelles, ce qui est relativement plus simple de mise en œuvre que si on en avait mis dans toutes les pièces. Et puis, derrière, on voulait aussi un système qui soit en SaaS. On ne voulait pas forcément être en on-premise, puisqu'on a aussi des problématiques de continuité de l'activité. Et si jamais on avait nos serveurs qui sautaient, eh ben, on perdait toute notre activité ou toutes nos données. On préférait que ce soit quelque chose qui soit plutôt à l'extérieur, dans des serveurs sécurisés, puisque c'est les métiers des fermes de serveurs d'avoir ces éléments-là, en éventuellement HDS. Alors HDS, c'est hébergement de données de santé, hein, qui ont des critères encore un petit peu plus renforcés, j'ai envie de dire, et qu'on puisse accéder à cette information via une application en SaaS, ce qui nous permet d'avoir des choses qui sont plus simples et qui permet aussi d'envoyer les informations à la fois sur des PC, mais également sur des éléments mobiles, des terminaux mobiles type smartphone ou autre, ce qui permet d'avoir de la mobilité, d'avoir de l'information dans la poche du soignant. Donc voilà. Donc ça faisait partie des différents critères que nous, on avait dans notre cahier des charges. Et on voulait aussi, vous en avez parlé à un moment donné, avoir des capteurs qui puissent faire plusieurs choses, qui puissent dire où est l'équipement, mais dans quel état il est, effectivement. Est-ce qu'il est utilisé ou est-ce qu'il ne l'est pas? Puisqu'on voulait savoir s'il était disponible ou pas. Parce que taguer un pouce-seringue qui est penché sur un patient, ça ne nous intéresse pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir
où sont les équipements qui ne sont pas utilisés à l'instant T. Donc voilà, donc ça faisait partie aussi des éléments, c'est-à-dire qu'on voulait savoir si l'équipement était utilisé ou non. Et puis, on avait aussi derrière, donc je reviens pour le coup sur le flux patient, c'est-à-dire qu'on a des équipements, on a aussi des flux de patients. On a parlé des urgences tout à l'heure. On a aussi, nous, besoin d'optimiser nos plateaux techniques. Je pense notamment à la chirurgie ambulatoire ou à la radiologie. Et effectivement, le parcours patient, c'est très intéressant de savoir où est le patient. Est-ce qu'il est arrivé en salle d'attente? Est-ce qu'il est habillé et qu'il est prêt à aller au bloc opératoire? Est-ce qu'il est au bloc opératoire? Est-ce qu'il est en salle de réveil? Est-ce qu'il est en chambre de sortie? Tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de gérer le flux patient et de voir effectivement s'il y a des points de blocage, s'il y a des goulots d'étranglement. Et ça, c'est des choses qui nous permettent vraiment d'optimiser nos process. Donc ça, c'était des choses auxquelles on voulait aussi que la solution qu'on allait déployer en géolocalisation puisse permettre aussi ou puisse évoluer vers ce type de choses. Alors, sur la partie dispositif médical en tant que tel, au niveau purement biomédical, c'est-à-dire que nous, on est le service qui gère les dispositifs médicaux, qui font tout ce qui est diagnostic et tout ce qui est thérapeutique. Sur ces dispositifs-là, on a une réglementation qui nous oblige notamment à faire des maintenances préventives. Donc les maintenances préventives, c'est pour éviter les pannes en fait, hein. C'est comme la révision de votre voiture régulièrement. Lorsqu'on organise ces maintenances préventives, les dispositifs, ils sont dans les services, donc il faut aller les chercher. Et donc, on passe beaucoup de temps à les identifier, à les récupérer et à organiser toute cette chaîne de maintenance préventive. Donc, la géolocalisation, voilà, un des premiers intérêts, nous, pour les services support, c'est d'organiser justement ces maintenances préventives et de gagner du temps sur ces maintenances préventives, donc gagner du temps homme sur ce type d'activités qui sont des activités qui sont réglementaires et obligatoires. Donc, c'est vraiment une contrainte qu'on doit avoir, qu'on doit réaliser. Et donc, si on le réalise en un temps plus court, eh ben, on a optimisé nos temps et on peut passer plus de temps à réparer d'autres équipements. Et donc, on a un taux d'équipement qui est en fonction, qui augmente. Donc ça, par exemple, c'est un élément objectif, c'est le taux d'équipements qui sont disponibles, le taux de disponibilité des équipements. Voilà, donc ça, c'était sur la partie dispositif médical. Sur les flux de soignants, alors non, sur les flux patients, qu'est-ce que je voulais dire? On peut peut-être passer à voilà, l'étape d'après, le slide d'après. Donc, juste au niveau, donc sur le slide, vous voyez hein, la partie haute, on est sur des capteurs avec des passerelles qui envoient ça sur le cloud et derrière, on a des softwares. L'idée aussi derrière, c'est que dans les softwares, on a la possibilité de développer des alertes. Ces alertes, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir... Alors, on n'avait pas forcément des idées sur les alertes qui seraient données. On avait par contre l'idée dès le début d'ouvrir la géolocalisation à tous les soignants. Ce n'était pas un équipement qu'on voulait uniquement pour les services support, mais on voulait que tous les soignants puissent voir ces équipements, puisque l'idée c'était de mutualiser les équipements, les dispositifs médicaux, et ne pas dire chaque service a une dotation et c'est tant de pouces-seringues, mais plutôt de dire les pouces-seringues sont pour l'ensemble de l'hôpital et on ira les mettre là où on en a besoin à l'instant T. Et pour ça, il fallait deux choses. Il fallait, un, qu'on ait la confiance des soignants, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas qui ne jouent pas le jeu et qui en mettent quand même de côté au cas où. Et donc, il faut taguer l'ensemble des équipements. Et deuxièmement, il faut l'ouvrir à tout le monde, c'est que tout le monde a l'information. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile, hein. On change de culture. Donc, il y a de la résistance au changement et c'est pas bien facile puisqu'on a encore des difficultés à ce jour pour matérialiser et pour mutualiser pardon, l'ensemble des dispositifs et on se bat au quotidien avec les équipes pour leur expliquer que ce sera bien plus efficient de le faire comme ça. Mais il y a toujours des vieux réflexes et on le voit à chaque pandémie, puisqu'on en a tous les ans, hein, de grippe notamment ou de gastro. Les vieux réflexes reviennent très rapidement. Voilà. Mais
le fait de faire ça, ça nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin derrière et d'aller construire ces alertes avec les soignants et de modéliser les flux et de pouvoir justement co-construire ces éléments-là. Et pour ça, c'est le développement des softwares et des dashboards qui nous permet d'aller sur ces dispositifs-là. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, on travaille sur la modélisation des flux par rapport aux pouces seringues, aux urgences, puisque les urgences, le service des urgences, en fait, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Les patients viennent aux urgences. On leur met parfois des pouces seringues ou d'autres dispositifs et après, ils partent dans les services. Ils vont éventuellement en imagerie, ils vont au bloc opératoire, ils sont hospitalisés, voire ils vont en imagerie, plus au bloc opératoire, plus ils sont hospitalisés. Il y a différents circuits. Nous, le choix, c'est que le pouce seringue, enfin, les différents équipements, ils sont reliés au patient, ils restent avec le patient et ils bougent avec lui. Donc, à un moment donné, c'est un flux. Et à un moment donné, ces pouces seringues, il faut qu'ils reviennent aux urgences, puisque c'est la porte d'entrée. Et c'est ce qu'on est en train de travailler parce que autant le flux partant, ça se passe très bien, autant le retour, c'est pas encore ça. Et parce que justement, il y a des services qui jouent le jeu, des services qui le jouent moins, et c'est là où on a parfois des blocages, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Et donc, de pouvoir modéliser les flux, de pouvoir construire des alertes en se disant, bah là, il me manque. Je sais que pour tourner efficacement en routine, il me faut 10 pouces seringues. Par contre, je sais que quand j'ai un début d'épidémie et que j'ai un afflux massif de patients, et ben, il m'en faut 20. Et ben, ça, c'est des choses que je dois pouvoir modéliser et avec le temps, effectivement, on pourra donner ces seuils et on peut se créer des alertes qui nous permettront de dire, eh ben là, on est plutôt sous-doté, plutôt surdoté, il faut renforcer ou on peut alléger. Et éventuellement, s'il y a un besoin ailleurs, on peut redéployer. Voilà où on en est, nous, à notre niveau, sur ce retour d'expérience. Voilà ce que je peux vous dire, nous, par rapport à l'hôpital. Eh bien, merci Laurent. Donc, c'était très intéressant. Donc, ce que je constate quand même, c'est que finalement, la méthode de projet là, décrite par Adèle a été plus ou moins suivie par ce que vous avez fait. Il faut donc Oui, un c'est assez gros effort rigolo. de conception. Et donc, je propose qu'on passe rapidement à la session de questions-réponses parce on va bientôt passer le temps qu'on avait prévu. Donc, je ne vois pas les questions. Donc, qui peut m'aider là? Moi non plus. Je ne vois pas les questions. Il y avait une question sur la précision. Moi, j'en vois une. Ok. Donc, précision de la géolocalisation. Alors, moi, ce que je vous disais, hein, effectivement, sur les dispositifs support comme les services biomédicaux, les services techniques, quand on est à 5 mètres, c'est pas mal. Les soignants aimeraient bien que ce soit un petit peu plus précis, parce qu'ils n'aiment pas aller dans une pièce et puis en fait, c'est dans la pièce d'à côté. Alors, juste par rapport à ça, nous, comme on a eu un retour là-dessus, comme on était, puisque c'est matérialisé sur une carte, hein, donc on a modélisé l'hôpital, on a les dispositifs qui sont des points sur la carte, mais effectivement, les soignants allaient chercher au point exact où c'était indiqué. Et donc, à un moment donné, on a dit, bah non, c'est fiable, mais à 5 mètres. Donc, on a fait mettre un cercle autour de ce point. Et c'est la zone où on a 95% de chances de trouver l'équipement. Et donc, effectivement, quand il est au bord d'une pièce et qu'en fait, ça déborde sur les autres pièces, ça leur donne le réflexe d'aller dans la pièce d'à côté. Pour répondre aux questions, peut-être rapidement. Oui. Alors, existe-t-il des applicatifs de simulation pour intégrer la technologie en mode conception, à savoir dimensionner les espaces pour gérer les temps d'attente, positionner les services pour améliorer le parcours patient et soignant? Je préfère vous renvoyer alors, je ne sais pas, Christophe et toute l'équipe de la SBA, si c'est disponible, mais on a eu un webinaire la semaine dernière interne très intéressant avec l'école des mines de Saint-Étienne, qui est un laboratoire très avancé en France sur l'étude des flux. Et donc là, on est dans une préconception, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable au jour d'aujourd'hui. Ils savent le faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à à enclencher les projets.
Alors, Comment savez-vous si un équipement est utilisé ou non? Il y a deux manières. Il y a une manière indirecte pour les équipements non connectés et qui a ses limitations, hein, mais on peut utiliser une trace thermique. Donc nous, on a modélisé à peu près une quarantaine de traces thermiques d'appareils. On le fait aussi sur des bouteilles de gaz. Bouteille de gaz, quand on l'ouvre, qu'on la remplit, elle chauffe ou elle se refroidit. Donc, on utilise en fait des capteurs qui ont une réponse en température météorologique avec une dérive très faible. Et on a un algorithme qui trace en fait les augmentations. La deuxième possibilité, qui est la voie royale, et ça répond en même temps à ce que M. Degrain m'a parlé d'interopérabilité, justement, c'est d'aller chercher via API des informations d'équipements déjà connectés. C'est beaucoup mieux quand on peut le faire. Donc, notamment, nous, on travaille avec la société Drager, et Drager nous met à disposition une API. Et donc, ça va nous permettre de récupérer des données non médicales. On ne récupère pas la donnée du patient, etc., mais on va récupérer des données d'usage de base qui vont nous être utiles. Et ça peut être fait avec d'autres fabricants, évidemment, dans la mesure où il y a une API ou un webhook, c'est-à-dire un envoi temps réel de l'information qui suffit de décoder. C'est pas très compliqué, ça marche bien. Le problème d'API peut être concerné avec des tags jetables d'une durée de vie de plusieurs années, peut-être pas très développement durable. Nous, on utilise des tags jetables d'une durée de plusieurs années, de 15 ans. Pas très développement durable. À discuter, j'ai fait une analyse en cycle de vie simplifié complète avec les outils de l'ADEME et je la mets à disposition des gens qui veulent. On est à peu près 20 fois moins impactant sur l'ensemble des critères qu'on a étudiés avec la méthode de l'ADEME, qui s'appelle bilan produit. 20 fois moins impactant que des capteurs Bluetooth avec ce genre de système. Et en plus, on peut Là, les je recycler. je pense que Géry il parle de tag RFID. Les tags RFID, ils ont par nature, la RFID il existe des tags RFID qui ont une pile, qui sont dits actifs, qui produisent leur énergie. C'est pas l'intérêt majeur de la RFID. L'intérêt majeur, effectivement, comme on l'a vu dans les images que j'ai montrées, ce sont des tags qui vont répondre et l'antenne, elle a plus qu'une antenne puisqu'elle va en gros envoyer une stimulation énergétique, d'où les problèmes de distance. Parce qu'il faut que cette énergie soit prise par l'antenne et qu'elle renvoie. Alors, en termes de développement durable, vous avez un substrat en fait qu'on appelle un inlay qui est en polymère. Dessus est imprimée une antenne en cuivre quand c'est nécessaire et quand on a de l'argent. Si on veut faire du pas cher en grande quantité, c'est de l'aluminium, c'est ce qu'il y a dans les vêtements. Et effectivement, là, on a beaucoup moins de problèmes de matières premières utilisées à la fabrication, puisque c'est souvent l'électronique qui pose problème au niveau environnemental. En revanche, il faut savoir que si ce n'est pas détaché du flux de recyclage, ça se finira en incinérateur, donc il faut se méfier. La recyclabilité, c'est pas théorique, c'est pratique, il faut que ça soit en position d'être recyclé, et je vous garantis que dans les DM, ça ne sera jamais recyclé. Alors, moi, je rebondis sur... Ouais. Je voulais juste rebondir compléter sur la partie pile. Nous, c'était un des prérequis dans le cahier des charges, c'était pas de pile. Enfin, pas de manutention de pile en tout cas. Et effectivement, les capteurs qu'on a choisis, donc c'est Superwise, hein, on va pas s'en cacher, on a choisi de pouvoir régler le temps. Et parce que c'est réglable et ces capteurs, ils ont une durée de vie de 10 ans quand on fait un signal toutes les 15 minutes. Et pour des dispositifs médicaux, toutes les 15 minutes, c'est suffisant. En fait, on a fait une étude de temps. Et donc, 10 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un dispositif médical. Donc, on sait que quand on pose un tag, on sait que c'est pour la vie du dispositif. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, effectivement, quand on est sur des patients, là, il faut qu'on sache plus précisément quand est-ce qu'on veut... il faut qu'on ait l'information pas au bout de 15 minutes. Par exemple, si on est sur un patient qui est dans un flux ou si on est sur de l'alerting parce que le patient il est déambulant et qu'il est sorti de son service, là, c'est autre chose. Il faut qu'on ait l'information tout de suite. Et après, il faut qu'on puisse le suivre pour le retrouver. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais voilà, il faut pouvoir adapter la technologie en fait aux besoins et le besoin il diffère, on n'a pas toujours les mêmes besoins. Mais ce qui est intéressant effectivement c'est d'éviter cette manutention parce que ça c'est des contraintes supplémentaires et donc le temps qu'on gagne avec de la géolocalisation on va le perdre avec des piles. Et ça il faut pas. Difficulté pour un CH dans le déploiement de systèmes de géolocalisation, tu en as déjà parlé Laurent, je me permets juste de dire aussi de notre, parce qu'on le fait ensemble, tu l'as dit, hein, former 2000 soignants dans un hôpital à utiliser, à avoir compris ce que c'était, quelles sont les performances à attendre, comment on l'utilise, où est-ce qu'on doit cliquer, c'est compliqué. La préconisation aujourd'hui, c'est se concentrer sur les gens qui ont des vrais problèmes et qui sont vraiment en demande. Dans ces gens-là, il y a le biomédical, on en a parlé. Il y a ensuite des services ambulatoires qui ont plein de problèmes au quotidien et qui sont demandeurs et qui comprennent tout de suite comment ça marche et qui sont un petit nombre de gens,
plus facile à former. Et enfin, les services des urgences, pour ne parler que des trois plus faciles, on va dire, d'accès, donc le plus gros niveau de service rendu pour eux est perçu. Les gens des urgences aussi qui doivent repérer légalement la position de tous les patients dans les urgences avec des demandes de localisation extrêmement précises. Hein. On arrive à faire du 1 mètre à peu près pour ces gens-là, voilà, avec des conditions d'usage différentes. Existe-t-il des balises de localisation qui n'utilisent pas de piles? On en a parlé, c'est la RFID. Il n'y a pas de piles dans la RFID passive UHF qu'on a montré, donc les petites antennes comme il y a dans les vêtements, avec les contraintes dont on a parlé. Quid de relation avec la DSI? Ça, je prends Toi, le tu peux en point. parler, Laurent. Oui, je prends le point. Mm. Alors, non, on ne fait pas de projet sans la DSI, ça c'est clair. Et puis, alors, nous, on a un avantage à l'hôpital de Châlons, c'est que le biomédical et le service informatique, c'est le même service, avec la même direction. Donc, c'est plus simple. Mais effectivement, les services informatiques sont partie prenante, ne serait-ce que comme quand vous choisissez la technologie, si vous déployez un réseau, par exemple, si c'est un réseau Wi-Fi, puisqu'il y a effectivement des systèmes qui marchent sur le réseau Wi-Fi, il faut absolument que votre infrastructure tienne le coup. Puisque sur le réseau Wi-Fi de l'hôpital, bon, vous avez le réseau, quand vous venez vous connecter, vous arrivez à l'hôpital en tant que patient, vous pouvez vous connecter, ça c'est le réseau public, mais on a aussi tous les dispositifs médicaux, on a de la remontée de données qui est de plus en plus connectée et qui passe par le réseau Wi-Fi, on a tout un tas d'informations comme ça qui passent, et il faut que si les alarmes passent par votre réseau Wi-Fi, puisque vous avez des dispositifs médicaux qui se déplacent, je pense notamment aux ECG connectés, je pense aux échographes, je pense à des choses qui sont critiques comme ça, aux moniteurs, et ben l'alarme, elle doit passer en priorité. Si vous avez effondré votre réseau parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est connecté et qui a lancé une vidéo, ou parce que vous avez mis un réseau avec des capteurs partout, et ben c'est pas possible. Donc effectivement, il faut que le service informatique et notamment la partie infrastructure, DSI, soit partie prenante et que vous construisiez avec eux votre infrastructure. Et derrière aussi toute la sécurité, c'est-à-dire que comment vous récupérez l'information et comment vous gérez puisqu'on a une obligation de moyens, comment vous gérez la continuité de votre activité, ce qu'on appelle le PCA, le plan de continuité de l'activité, si jamais vous êtes hacké ou si jamais vous avez un problème sur des passerelles ou un problème électrique, tout simplement. Protection contre les cyberattaques, je pense que les protections contre les cyberattaques, nous, on l'assure de deux manières. C'est-à-dire, on va dans le cloud, on n'utilise que des serveurs OVH. Donc, on compte sur les barrières de beaucoup de pare-feu en fait, que OVH nous met à disposition, et ils ont un niveau de certification qui est supérieur à pratiquement tous les hôpitaux existants en France. Par ailleurs, nous, on utilise un framework qui s'appelle, pour ceux qui connaissent l'informatique, qui s'appelle Symfony 7.2. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Et en fait, quand on regarde, et je vais être méchant un petit peu, mais quand on se fait cyberattaquer, c'est parce qu'on n'a pas fait grand-chose on a vraiment tiré sur la corde, en général. Et la plupart des attaques auxquelles vous êtes sujet sont pas ce problème. Quand on veut attaquer les hôpitaux, on met en place un robot. On fait des attaques tout à fait basiques, en fait, et on scanne tous les serveurs de tous les hôpitaux de France. Et en fait, dans le lot, on en trouvera toujours quelques-uns qui ne sont pas à jour. Moi, j'ai été dernièrement dans une clinique dont je ne citais pas le nom. Les gens du biomédical utilisent Windows XP. Ça peut paraître incroyable. C'est une clinique privée à but non lucratif. Donc en ce moment, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est le cas. Donc nous, on n'a jamais eu ce genre de problème. Par contre, on peut avoir une attaque qui peut amener en fait à une interruption de service très momentanée avec mitigation du flux par OVH. Mais sinon, on n'a pas de problème. Ensuite, excusez-moi, moi je regarde là. Et Les attends, bâtiments. Alexandre, il y a Ouais. Géry qui veut intervenir. Et Oui. Géry, il y a deux questions pour toi. Est-ce que les bâtiments existants ont pour volonté de déployer des systèmes de géolocation? Y a-t-il des réglementations à venir qui vont durcir les exigences de traçabilité des patients et des produits? Et deuxième question pour toi, pour un chantier, quels seraient vos conseils sur les mises en service et essais de ces systèmes, anticipés combien de semaines, mois avant la réception? Bon, alors voilà des questions compliquées, surtout sur l'anticipation des réglementations, parce que n'étant pas magicien, je ne sais pas quelles réglementations vont tomber, sauf celles qui sont à court terme. Pour l'instant, sur la géolocalisation ou la localisation des patients, je n'ai pas vu passer encore de texte contraignant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, hein. Par contre,
Pour ce qui est du bâtiment, je pense qu'il y a 2 points quand même à distinguer. Et dans ce que vous dites, on l'entend bien. C'est un, le bâtiment existant, l'hôpital existant, sur lequel on va essayer de répondre progressivement à des besoins locaux. C'est effectivement un service ou un autre ont des besoins et on va essayer d'y répondre pour le service. Et donc là, on va mettre en place une infrastructure propre au service, qui est peut-être plus simple parce qu'elle est pas globale, et qui ne répondrait finalement qu'aux attentes du service de géolocalisation ou autre. Et puis, il y a le projet neuf, un peu la question aussi. Sur les projets neufs, il n'y en a pas tant que ça de Python 9 dans les tuyaux, mais enfin, à la NAP, on a récupéré l'instruction des projets de plus de 150 millions, donc on a une petite idée de ce qui se pointe en termes d'établissements neufs. Je pense que c'est un critère à regarder, mais c'est un critère plus général de se dire quelle est la présence du numérique dans la conception de ces projets dès l'origine. Pour l'instant, c'est encore un peu, je dirais, aléatoire des réponses qu'on a. On a l'impression que c'est pas le problème principal posé. Alors c'est vrai que c'est pas le problème principal, mais enfin c'est quand même un sujet qui devrait être traité. Alors pour ce qui est de la géolocalisation, il est clair que moi, si aujourd'hui on devait concevoir un hôpital neuf, j'ai envie de dire, ce système-là doit être réfléchi et intégré dès la conception de l'établissement parce qu'il il est dimensionnant. Comme vous le disiez tout à l'heure, il va nécessiter quand même pas mal de systèmes de backbone interne qui permettent de remonter les données des capteurs, soit avec un réseau spécifique, soit sur le réseau général, mais à ce moment-là avec des protections, parce qu'on sait que les objets connectés peuvent être un point d'entrée des attaques, même si c'est pas si courant que ça arrive. Et donc, il y a une réflexion à mener dès le départ et je dirais qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément intégrée dans les projets qu'on voit passer. Nous, on va être vigilants sur le fait, en tout cas, de poser la question aux concepteurs de savoir ce qu'ils ont prévu de faire, en tout cas sur le volet numérique, un peu comme on le fait pour le développement durable. Néanmoins, je suis toujours intéressé par les technologies qu'on voit, hein. Là, on évoquait les systèmes piles, sans piles. Bon, il existe des capteurs, enfin des balises BLE qui, disons, avec une autonomie de 5-10 ans si on ne les fait pas trop travailler. Et donc, c'est une solution technique qui a le mérite d'être facile à mettre en place. Après, les solutions techniques qui ont été présentées, il y en a plein de très intéressantes. Je ne sais pas quelles sont celles qui sont les plus utilisées. Donc, ça, c'est une question que je poserais. Quelles sont vraiment les plus utilisées? Parce que quand on veut de la précision, je dirais entre 3 et 5 mètres, il n'y a finalement pas tant de technologie que ça sur une précision de ce type. Et puis, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on commence à réfléchir à la géolocalisation toute seule dans son coin en disant voilà, je vais faire ça, on va répondre qu'à la moitié du problème. Je pense qu'il faut intégrer ça dans une réflexion plus globale de capteurs multifonctions et que la géolocalisation en fasse partie. Et que ça ne soit pas encore un capteur de plus ou des capteurs de plus qu'on va rajouter dans l'établissement. Donc là, je ne sais pas où en est l'industrie là-dessus. Je suis sûr que c'est faisable pour avoir moi-même essayé de modéliser le sujet. Mais voilà, et qu'est-ce que ça coûte? Parce que là, on n'a pas encore vraiment évoqué ce que ça coûte. Donc aujourd'hui, je peux me retourner éventuellement vers l'hôpital de Chalon, mais qu'est-ce que coûte finalement pour vous une balise? En grande maille, hein, et qu'est-ce que vous coûte le réseau ramené, je dirais, au mètre carré ou au mètre carré de services concernés. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, j'en ai plus posé que répondu d'ailleurs. Alors, il y en a une autre, mais je pense mais il faudra qu'on y réponde ensemble. C'est existe-t-il des applicatifs de simulation pour intégrer la technologie en mode conception, puisque tu viens de parler de conception du bâtiment, comment dimensionner les espaces pour gérer les temps d'attente, etc., etc. Donc, ça sera un sujet, je pense, à travailler. Oui, c'est un sujet à travailler, c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré quelques petites structures, des startups qui se sont lancées là-dedans avec l'apport de l'IA pour analyser des flux, pour aider à dimensionner des locaux. On est encore franchement dans l'expérimental, mais comme tout ce qui est expérimental aujourd'hui, ça sera la réalité de demain, il faut s'y pencher dès maintenant. Ok, bah écoutez, je propose qu'on... Il y avait une question encore technique, euh, alors attendez, qui est à la fin. Notre ami
Jean-René. Vous aimez, oui, l'hyperviseur de géolocalisation permettant de visualiser tous les systèmes. Euh, ben là, je propose aussi qu'on suspende la question parce que, enfin, tu en as parlé, Géry, là, des command centers, enfin, de tout ce qui va être système de pilotage. Je pense que ça fera l'objet d'un prochain webinaire sur comment gérer l'hypervision et concentrer l'information sur des command centers. En tout cas, avec Muriel, on vous remercie de votre participation. On a dépassé le temps qu'on s'était donné. Ben, merci beaucoup et puis j'espère que ça vous a intéressé. Muriel? Oui, bah, écoutez, rien à rajouter. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. C'était extrêmement intéressant et très appréciable aussi dans le cadre de vos échanges, questions-réponses. Vraiment top. Donc, écoutez, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire puisque ça va devenir une habitude pour la SBA d'organiser des webinaires avec la commission Smart Hospital. Et merci à tous d'avoir été si nombreux présents pour ce webinaire aussi en participant. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.